Alors, le sujet de ce soir mélange la question de la matière noire, mais aussi l'itinéraire d'un personnage que vous avez cité, qui est Ettore Majorana. En fait, moi, j'ai vu dans le journal que le nom de la conférence était de la matière noire, mais dans les discussions que j'avais eues avec le palais, c'était plutôt Ettore Majorana. Donc, je vais essayer de combiner les deux choses en posant une question assez générale qui se pose à étapes régulières dans l'histoire de la science, de la physique en l'occurrence. C'est la question de savoir comment on doit, disons, réagir lorsque on observe, on constate une contradiction ou un écart entre ce que prévoit une théorie physique qui par ailleurs a été bien éprouvée par toutes sortes d'expériences antérieures, et puis un fait d'observation, ou bien un résultat, ou bien une mesure. Voilà. On a une théorie qui fonctionne, c'est-à-dire elle permet de rendre compte de toutes sortes de phénomènes, et puis un jour on découvre quelque chose, un résultat, une observation qui contredit les prédictions de la théorie. Quel réflexe doit-on avoir dans cette situation? Et je vais vous montrer que le problème de la matière noire est un problème de ce type-là, et que le réflexe qu'on doit avoir dans de telles situations n'est pas complètement déterminé, puisqu'on trouve dans l'histoire des cas où c'est un certain type de réflexe qui a été couronné de succès, et d'autres cas, c'est un autre type de réflexe qui a été couronné de succès. Alors avant de donner des exemples, je voudrais vous faire remarquer que, et c'est Galilée qui l'a le premier, disons, pensé, les lois physiques s'expriment sous forme mathématique, ça c'est bien connu, mais surtout elles peuvent s'énoncer par des principes qui, la plupart du temps, sont contradictoires avec l'observation. C'est-à-dire que normalement, quand on va à l'école et qu'on apprend des lois physiques les plus élémentaires, la première fois qu'un énoncé nous est proposé, on devrait être surpris, scandalisé, étonné, parce que la loi qu'on nous demande d'apprendre est une loi qui ne correspond à rien de ce qu'on peut observer. Je vous donne un exemple. La loi de la chute des corps que Galilée énonce en 1604, c'est une loi qui dit que tous les corps tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Je vous rappelle qu'à l'époque de Galilée, personne ne sait comment faire le vide. On doute même de son existence. Et donc, quand on laisse tomber des corps de masse différentes, on les voit tomber à des vitesses différentes. Et donc, la loi de Galilée vient dire quelque chose qui contredit l'observation. Autre exemple, Galilée, en fait, c'est plutôt l'un de ses élèves un peu plus tard qui va énoncer ce qu'on appelle aujourd'hui le principe d'inertie, qui est l'un des trois principes fondateurs de la mécanique. Ce principe d'inertie qui dit qu'un mouvement, plutôt qu'un corps qui n'est soumis à aucune force, a un mouvement rectiligne et uniforme. On a tous appris ça à l'école. On a répété cet énoncé comme ça, de façon mécanique. Or, ce mouvement inertiel, on ne l'a jamais vu. Tous les mouvements auxquels on assiste sont des mouvements qui s'amortissent. Or là, on nous demande de penser l'amortissement des corps que nous observons à partir de l'idéal d'un mouvement qui ne s'amortit pas et que personne n'a jamais vu. Alors on pourrait se dire, mais ce mouvement inertiel, on peut sans doute l'observer si on va très loin de tout objet massif, on s'éloigne de la galaxie, on va très loin dans l'espace, à un endroit où il n'y a pas de gravitation. Et à cet endroit-là, un corps massif, peut-être, n'est soumis à aucune force et a, comme le dit le principe, une trajectoire rectiligne et uniforme. Sauf que on a fini par comprendre que de la masse, il y en a partout, et donc du champ gravitationnel, il y en a partout. D'où la remarque d'Einstein, dès lors qu'il y a partout du champ gravitationnel, tous les corps subissent la gravitation où qu'ils se trouvent. Et donc le principe d'inertie est un principe qui fonde la mécanique, mais qu'on observe nulle part. Il n'est jamais actuel, puisque tous les corps subissent la gravitation. Est-ce qu'on doit, dit Einstein, bâtir la physique sur du sable, c'est-à-dire sur un principe qu'on invoque, mais qu'on ne réalise jamais? Et Einstein refuse cette hypothèse, et il dit que la seule façon de sauver le principe d'inertie, c'est de montrer que la gravitation n'est pas une force. Et donc, un corps qui subit la gravitation, en fait, peut avoir un mouvement inertiel par le fait que la gravitation n'est pas une force. Et c'est ce qui va démontrer
en 1915 avec sa théorie de la relativité générale, j'y reviendrai, mais c'est juste le premier pas dans mon exposé de vous faire comprendre qu'une loi physique, ça peut être, c'est même toujours, un énoncé qui est, quand on le prend au sérieux, toujours très bizarre, parce qu'il ne ressemble jamais au phénomène qu'il explique. Il y a même un philosophe des sciences qui s'appelle Alexandre Koyré, qui disait que le pari de la physique moderne, celle qui naît avec Galilée, c'est qu'on peut expliquer le réel empirique par l'impossible. On explique le réel par l'impossible. Ça ne veut pas dire qu'on explique l'impossible. Ça veut dire qu'on explique les phénomènes à partir de lois qui semblent impossibles. Alors, maintenant j'en viens au point principal. Quel réflexe doit-on avoir quand une loi physique est contredite par une observation, ou par une mesure, par un résultat? Alors il s'est passé au début du XIXe siècle un cas de figure qui correspond exactement à ce problème, à propos, je pense que vous le savez tous, de la planète Uranus. La planète Uranus, à l'époque, était celle considérée comme la plus éloignée du Soleil. Elle a une trajectoire elliptique, conformément aux lois de la gravitation énoncées par Newton, et on peut mesurer, grâce à un télescope, très précisément cette trajectoire, et constater qu'elle est en effet conforme au calcul newtonien, à une petite différence près. C'est-à-dire que la trajectoire observée n'est pas exactement égale à celle qu'on peut calculer, notamment le périhélie se déplace rotation après rotation d'un certain angle qui n'est pas conforme aux prédictions newtoniennes. À l'époque, on a confiance dans la théorie de Newton. Et donc, le réflexe qu'on a, c'est d'apporter à ce problème ce qu'on appelle une solution ontologique. C'est-à-dire, on va dire, il existe dans le système solaire une planète supplémentaire qu'on n'a jamais vue, mais qui agit gravitationnellement sur Uranus de telle façon à expliquer mécaniquement, par la force gravitationnelle, le petit écart que nous constatons entre les calculs et l'observation. Il y a plusieurs astronomes qui se mettent à calculer la trajectoire que doit avoir ce corps inconnu. Le Verrier avec Arago à Paris, un astronome anglais qui s'appelle Adams. Ils font des calculs faux d'ailleurs, mais qui donnent le bon résultat, et qui disent que voilà, cet écart peut être expliqué par une planète qui n'est pas baptisée. Et ils présentent leurs calculs à l'Académie des sciences, qui est sceptique et vexé. Ils envoient leurs calculs à un astronome allemand qui s'appelle Gall, qui le jour même où il reçoit les calculs de Le Verrier, pointe son télescope à l'endroit indiqué, voit un point lumineux, attend que la nuit passe pour vérifier qu'il s'agit bien d'une planète et non pas d'une étoile, et le lendemain annonce qu'il a découvert la première planète prédite par le calcul. À l'issue d'un conflit diplomatique assez sérieux entre les Anglais et les Français, cette planète va s'appeler Neptune. Donc Neptune a été prédite par le calcul en faisant confiance aux lois de Newton afin d'expliquer un écart entre ces lois et l'observation. C'est ça qu'on appelle une solution ontologique, c'est-à-dire qu'on va augmenter le mobilier ontologique de l'univers en rajoutant un corps céleste, qui est donc un corps supplémentaire par rapport à ceux qui étaient connus. Bon. Quelque temps plus tard, le même problème se pose cette fois avec la planète la plus proche du Soleil, qui est Mercure. Mercure a une trajectoire parfaitement elliptique, mais on observe que son périhélie, c'est-à-dire le point le plus proche du Soleil dans la trajectoire, se décale rotation après rotation, et ce décalage calculé par les lois de Newton, auxquelles on a encore plus confiance qu'avant, puisqu'elles ont permis de prédire une planète supplémentaire. Donc personne ne doute que les lois de Newton sont les bonnes lois de la gravitation. Et d'après le calcul newtonien, ce périhélie doit avancer de 570 minutes d'arc par siècle. Et ce qu'on mesure, c'est 570 minutes d'arc par siècle, plus 43 secondes. 43 secondes d'arc, c'est un tout petit angle. Hein,
C'est en gros l'angle depuis lequel on voit l'épaisseur d'un cheveu depuis une distance d'1 mètre. Donc il y a des gens qui disent 43 secondes d'écart, c'est négligeable, c'est zéro. Ce à quoi on leur fait remarquer que non, 43 secondes d'arc, c'est égal à 43 secondes d'arc. C'est pas zéro. Et évidemment, on va appliquer exactement la même recette que pour Uranus. Le Verrier, qui est toujours vivant, fait les mêmes calculs. Il est tellement sûr de lui qu'il va baptiser cette planète avant qu'on la découvre. Il l'appelle Vulcain. On pointe les télescopes à l'endroit indiqué et on voit rien. Alors là, il y a toutes sortes de théories qui s'élaborent, d'hypothèses qui sont faites. Il s'agirait d'un nuage diffus, d'une planète non condensée. Enfin, il y a toutes sortes de solutions qui sont proposées. Mais l'idée, c'est simplement d'expliquer l'écart entre le calcul et la trajectoire observée de Mercure par l'effet gravitationnel d'un corps qui est peut-être une planète, peut-être autre chose. Et les astronomes et les mécaniciens se disputent à ce propos. Mais la planète Vulcain n'existe pas. Et il y a un physicien qui se dit, mais peut-être que cet écart, qui est quand même très faible, est suffisamment important pour démontrer que les lois de Newton qu'on a utilisées pour faire le calcul de la trajectoire de la planète Vulcain sont fausses. Et il propose de changer les lois de la gravitation. Et donc, vous voyez, le réflexe qu'il a, ce n'est pas un réflexe ontologique de dire il y a une planète qui manque. C'est un réflexe législatif. C'est-à-dire, au lieu d'ajouter quelque chose dans le monde, on va modifier les lois par lesquelles on comprend le monde. Bon, ce physicien, il s'appelle Einstein. Et en 1907, alors qu'il n'a pas encore élaboré sa théorie de la gravitation, il écrit à son ami Paul Habicht le 25 décembre 1907, le jour de Noël. Il lui écrit une lettre dans laquelle il dit que ce problème du périhélie de Mercure sera le test de sa prochaine théorie de la gravitation. Et en effet, au mois de janvier 1916, quelques semaines après avoir publié la théorie de la relativité générale, Einstein calcule avec ses équations la trajectoire de la planète Mercure dans une géométrie qui correspond à celle du système solaire, et il trouve exactement 43 secondes d'arc par siècle. Donc voilà pourquoi le problème posé en amont de mon propos n'est pas simple. C'est que là, vous avez deux situations absolument identiques en termes de problèmes posés, dont la solution n'a pas été la même dans le premier cas et dans le second cas. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Comme vous êtes des habitués du Palais des Découvertes, je pense que vous connaissez bien la radioactivité bêta, phénomène connu depuis la découverte de la radioactivité, qu'on a compris d'ailleurs de mieux en mieux à mesure que les années ont passé après 1896. Et en gros, dans les années 20, on sait que l'atome existe, on sait que l'atome est composé d'un noyau, et on a compris que la radioactivité bêta, c'est quand un noyau d'une espèce chimique A devient un autre noyau d'une espèce chimique B avec un électron qui est émis. Il y a un électron qui sort du noyau, et cette sortie de l'électron provoque une transmutation, c'est-à-dire qu'un noyau, par exemple le potassium 40, un noyau qu'on a dans le corps, par exemple, dans le squelette, devient un atome de calcium 40 avec émission d'un électron. Donc ce qu'on voit, c'est un électron qui sort d'un... Enfin, quand je dis on voit, c'est entre guillemets. On ne voit pas à l'œil nu. On détecte un électron qui sort du noyau de potassium 40, et au moment où l'électron sort, le potassium 40 devient du calcium 40. Okay. Un peu plus tard, on découvre que dans le noyau, il y a des interactions nucléaires, et on comprend finalement que cette désintégration, bêta, c'est la transformation de... Alors j'ai un peu vite, excusez-moi. Mais vous savez, à l'époque, là je parle de la fin des années 20, on pensait que dans le noyau de l'atome, il y avait des protons de charge électrique positive,
Et puis on savait qu'il y avait aussi des particules de même masse que le proton, mais de charge nulle. On les appelait des protons neutres. Et évidemment, l'idée qu'on avait, c'était que les protons neutres, c'était l'agglomérat d'un proton et d'un électron. L'électron et le proton ont des charges opposées, donc ensemble, ça fait une charge nulle. La masse de l'électron étant très faible par rapport à celle du proton, un proton neutre a à peu près la masse d'un proton. Et donc les gens avaient dans la tête l'idée qu'un noyau est fait de protons et d'électrons. Et la radioactivité bêta était utilisée comme preuve. Parce que si on voit des électrons capables de sortir d'un noyau, c'est qu'il y a des électrons dans le noyau. C'est ce qu'on appelle l'argument dentifrice. Quand vous appuyez sur votre tube de dentifrice, il y a de la pâte qui sort, et vous ne doutez pas que la pâte qui est sortie de votre tube était dans le tube avant de sortir. Donc si un électron est capable de sortir d'un noyau, c'est qu'il était dans le noyau avant de sortir. Okay. Bon, après, l'histoire devient assez compliquée, mais en 1932, Majorana comprend, en lisant des papiers écrits par les Joliot-Curie, qu'en fait, le proton neutre n'est pas une particule composite formée d'un proton et d'un électron, mais c'est une particule élémentaire, en tout cas aussi élémentaire que le proton, et c'est cette particule qu'on va appeler le neutron. Et donc on comprend que dans un noyau, il y a des protons de charge positive, des neutrons de charge négative, de charge nulle, pardon, et que donc, quand il y a émission d'un électron par radioactivité bêta, l'électron qui sort ne préexiste pas à sa sortie. En fait, l'électron, il est en quelque sorte fabriqué par la transformation d'un neutron en proton. C'est cette transformation qui crée l'électron. Et donc l'électron qui sort ne préexiste pas à sa sortie. Ce qui veut dire que la radioactivité bêta, telle qu'on la comprend donc au début des années 30, c'est une désintégration à deux corps, c'est-à-dire qu'un neutron devient un proton plus un électron. Le proton remplace le neutron dans le noyau. Donc par exemple dans le potassium 40, eh bien, il y avait 19 protons et 21 neutrons. Un neutron devient un proton, ça fait à la fin 20 protons, donc du calcium, et 20 neutrons, donc du calcium 40. D'accord? Donc on a une désintégration en deux corps. On a tous appris au lycée ce qui se passe quand un corps se désintègre en deux corps. On écrit les équations de conservation de l'énergie, de conservation de la quantité de mouvement. Et quand une particule se désintègre en deux particules, un calcul très simple montre que l'énergie de la particule émise ne dépend que des masses des trois particules mises en jeu dans le processus, qui sont fixes. Et donc, l'électron, en l'occurrence, doit avoir, lorsqu'il est émis par radioactivité bêta, une énergie qui est toujours la même et qui est la même pour tous les noyaux radioactifs. On devrait voir des électrons sortant du noyau ayant toujours, à chaque coup, la même énergie, quelle que soit la direction dans laquelle il est émis. Alors, une physicienne qui s'appelle Lise Meitner commence à faire des mesures. Alors on est en 1930, je ne vous fais pas un dessin sur la sensibilité, la précision des détecteurs de l'époque. Mais elle fait des mesures, et ces mesures sont suffisamment bien faites pour montrer que contrairement à ce que tout le monde attend, l'énergie de l'électron qui sort d'un noyau qui se désintègre par radioactivité bêta, au lieu d'avoir toujours la même valeur, a une valeur quelconque entre une valeur nulle et la valeur qui était calculée. Il y a tout un spectre. Donc l'électron peut prendre toutes les valeurs entre 0 et une certaine valeur calculée. Et donc, là, on a une situation où le calcul contredit la mesure. Un peu comme pour les planètes tout à l'heure. Il y a une contradiction. Qu'est-ce qu'on fait? Ce problème devient énorme, tellement énorme qu'il va être baptisé le puzzle de la radioactivité bêta. Il va durer plusieurs années. Il va mobiliser les physiciens en de nombreux colloques. Et le premier à vraiment proposer une solution, c'est Niels Bohr.
prix Nobel, un des pères fondateurs de la mécanique quantique, qui lui pense qu'il faut il faut se débarrasser de toutes les lois de la physique classique, il faut foutre le bazar, et il va proposer qu'on renonce en physique à la loi de conservation de l'énergie. On va dire que l'énergie elle est conservée statistiquement, mais sur une désintégration particulière, elle ne l'est pas. Donc au niveau microscopique, la loi de conservation de l'énergie devrait être abandonnée. Il n'avait pas conscience qu'en disant cela, il renonçait à la possibilité même de faire de la physique, puisque, vous le savez sans doute, la loi de conservation de l'énergie, c'est une loi qu'on peut dériver de l'invariance des lois physiques par translation du temps. C'est-à-dire c'est une loi qui est consécutive au fait qu'on postule que les lois physiques sont les mêmes à tous les instants du temps. D'ailleurs, vous vous souvenez, au lycée, vous écrivez des équations pour la physique, et il y a le paramètre petit t dans l'équation. Vous avez remarqué que petit t ne dépend pas de t. C'est-à-dire que la loi que vous écrivez est la même, quel que soit l'instant dans le temps auquel vous l'appliquez. Que ce soit demain, il y a 10 000 ans, en 2037, pour les 100 ans du palais, la loi est la même. Donc le fait que t ne dépende pas de t dans les équations de la physique signifie que les lois ne changent pas au cours du temps. Et le seul fait de le dire, ça a été démontré par une mathématicienne allemande qui s'appelle Emmy Noether en 1918, le seul fait de dire ce que je viens de dire implique la conservation de l'énergie. Vous imaginez que dans un monde où les lois physiques dépendraient du temps, on ne pourrait pas faire de physique. Puisque la physique d'une étoile qui nous envoie sa lumière, selon qu'elle est à 10 années-lumière ou à 10 000 années-lumière, serait régie par des lois physiques différentes. Donc on n'y comprendrait rien. Et donc Niels Bohr, lui, fait l'hypothèse que la solution du puzzle de la radioactivité bêta, c'est une solution législative. On renonce à la loi de la conservation de l'énergie. Mais il y a un jeune physicien, enfin jeune à l'époque, qui s'appelle Wolfgang Pauli, théoricien, qui à l'époque va pas très bien. Hein, il a des problèmes de dépression. Il vient de se marier, sa femme est partie pour un chimiste. Enfin, elle l'a quitté pour épouser un chimiste. Ce qui pour un physicien théoricien est un truc assez dur. Donc il commence une psychanalyse avec Jung. On le voit se battre dans des bars à Zurich. Enfin, il a une vie assez agitée, turbulente. Et il écrit une lettre au mois de décembre 1930 à Lise Meitner, qui a fait les mesures, qui réunit des physiciens dans un colloque à Tübingen en Allemagne. Et Wolfgang Pauli écrit cette lettre pour dire qu'il ne pourra pas être présent au colloque parce qu'il doit assister à une fête à Zurich. Il parle des impôts qui augmentent. La lettre est assez connue, elle commence par « Chers messieurs et dames radioactifs ». Il parle de tas de trucs comme ça. Et dans le cours de la lettre, il parle du problème de la radioactivité bêta. Et il dit à ces gens, je crois que j'ai la solution. Et ce qu'il imagine, c'est que la désintégration du neutron se fait non pas en 2 corps, mais en 3 corps. Et si vous supposez qu'il y a un 3e corps qui est émis, alors la loi de conservation de l'énergie, lorsqu'elle s'applique, permet d'expliquer que l'énergie du 3e corps peut être quelconque, et ce corps va emporter l'énergie manquante. Alors c'est une période assez confuse, hein, cette particule, il l'appelle le neutron, il confond, enfin bref. Quand on lit la lettre, on ne comprend pas forcément ce que je suis en train de vous expliquer. Mais vous voyez que contre Niels Bohr, il fait le choix d'une solution ontologique. C'est-à-dire, on ne change pas la loi, mais on dit que dans le processus, il y a une autre chose que celle qu'on envisage, qui ici, elle existe, rétablit l'accord entre le calcul et l'observation. Il n'est pas pris au sérieux du tout, il va proposer son idée aux États-Unis, il fait une tournée de conférences, en vain. Et en 1932, il revient en Europe, il rencontre Enrico Fermi à Côme, ils font le tour du lac à pied, et pendant cette promenade, Pauli raconte toutes ses idées à Fermi, qui le prend au sérieux.
et qui, dans les semaines qui vont suivre, va faire une théorie de l'interaction faible qui préside à la radioactivité bêta, en invoquant la particule de Paoli, qu'en bon italien, il a baptisé le neutrino. Neutrino en italien, ça veut dire le petit du neutron. Ça veut dire que il dit que la radioactivité bêta, c'est un neutron qui devient un électron, plus un proton, plus un neutrino. Et le neutrino sera découvert et détecté 25 ans plus tard aux États-Unis, après la mise en service du premier réacteur nucléaire américain. Un réacteur nucléaire, ça produit des flux de neutrinos intenses. Et bien que cette particule interagisse très peu avec la matière, si les flux sont importants, on peut en capturer quelques-uns. Donc voilà, là, la solution, la bonne solution était législative. Vous avez des cas, ensuite, je n'ai pas le temps d'y passer trop de temps, mais par exemple, le boson de Higgs, c'est un cas très intéressant parce que la solution du problème posé était une solution à la fois législative et ontologique. En deux mots, dans les années 60, on décrit les interactions fondamentales par des théories, on appelle ça le modèle standard, qui associe à chaque interaction fondamentale un groupe de symétrie. Et on a un groupe de symétrie pour l'interaction électromagnétique, un groupe de symétrie pour l'interaction faible, un autre pour l'interaction forte. Et quand on fait des calculs avec tout ça, on rend compte de toutes les mesures qui peuvent être faites auprès des accélérateurs de particules qui commencent à l'époque à avoir des énergies importantes. Et donc on a une théorie qui marche au sens où elle rend compte des observations et des mesures. Mais ce n'est pas parce qu'une théorie, ça on le sait depuis Galilée, c'est pas parce qu'une théorie rend compte des observations et des mesures qu'elle est vraie. Et en 1964, des physiciens ont remarqué que si ce modèle standard était vrai, alors il aurait des implications curieuses. En l'occurrence, le modèle standard tel que compris à l'époque, s'il était vrai, impliquerait que les masses de toutes les particules élémentaires devraient être nulles. Ce qui n'est pas ce que nous observons. L'électron a une masse non nulle, le proton, qui était considéré comme élémentaire à l'époque, a une masse non nulle. Et donc, il y a une contradiction entre ce qu'implique la théorie et puis les mesures. Ce n'est pas directement une contradiction dans la mesure, parce que là, on a fait une sorte d'expérience de pensée. Mais en gros, si la théorie était vraie, les particules élémentaires seraient sans masse. Là encore, ça provoque une crise. Et beaucoup de physiciens se disent peut-être que le modèle standard n'est pas bon, il faut changer la loi. Il faut changer la façon de décrire les interactions. Et il y a trois physiciens, vous connaissez leurs noms, Higgs, qui sont très jeunes à l'époque, Englert et Brout, qui eux font l'hypothèse que les équations ont raison. Les équations ont raison. La masse des particules élémentaires est effectivement nulle. Alors pourquoi est-ce qu'on la mesure non nulle? Parce que la masse des particules n'est pas une propriété qui vient d'elle-même, mais une propriété qui vient secondairement de leur interaction avec le vide qui n'est pas vide. Et donc il faut l'hypothèse que dans le vide, il y a un champ, on appelle ça le champ de Higgs, avec lequel les particules sont plus ou moins couplées, interagissent plus ou moins fortement. Et ce qu'on appelle la masse d'une particule est simplement une mesure du couplage qu'elles ont avec le champ de Higgs. Et là, c'est intéressant parce que vous avez une solution ontologique. Vous devez postuler l'existence d'un champ, donc vous rajoutez quelque chose dans le mobilier du monde. Et en même temps, vous changez la loi puisque vous dites que la masse n'est plus une propriété que les particules possèdent du seul fait que ce sont des particules de matière, mais résulte d'une interaction avec le vide. Donc il y a une loi nouvelle. Et 48 ans plus tard, comme vous le savez, on a détecté le boson de Higgs qui a validé ce scénario. Et donc, vous voyez, quand on a une contradiction comme ça entre une théorie et une observation, il faut être très prudent et examiner toutes les pistes. Après, bien sûr, avoir vérifié qu'il n'y a pas d'erreur de mesure. Alors, j'en viens à la matière noire, il serait temps. Et avant, il faut que je vous dise quelques mots sur la théorie de la gravitation d'Einstein. Donc, il y a un siècle. Il faut en parler puisqu'elle a permis de prédire la détection des ondes gravitationnelles qui a été faite en 2016.
Bon, c'est une théorie très compliquée. Mathématiquement, vous le savez, elle est très délicate, puisqu'on utilise du calcul tensoriel, c'est pas simple, mais les idées de base sont extrêmement simples. Einstein faisait des expériences de pensée. L'expérience de pensée, ce n'est pas une expérience qui consiste à réfléchir. C'est une expérience qui consiste à imaginer qu'une théorie est vraie et à regarder dans une situation qu'on peut imaginer mais qu'on ne peut pas réaliser, ce qu'impliquerait cette théorie si elle était vraie. Et donc ça permet de voir ce qu'une théorie a dans le ventre. Quelles sont ses implications profondes, qu'est-ce qu'elle implique de fondamental, etc. Et Einstein était vraiment très très habile à inventer des expériences de pensée qui le faisaient réfléchir et le conduisaient parfois à renoncer aux lois connues de la physique. Par exemple, quand il avait 15 ans, il avait quitté le lycée de Munich où il était scolarisé parce que la discipline ne lui plaisait pas. Il est resté déscolarisé pendant un an en Italie auprès de ses parents qui s'étaient installés près de Milan. Il a écrit une lettre à l'un de ses oncles dans laquelle il dit quels sont les sujets qui vont l'intéresser et quelles sont les questions qu'il se pose. Et dans cette liste, il y a des expériences de pensée. Par exemple, Einstein se demande qu'est-ce qui se passerait si de la lumière était capable d'émettre de la lumière. Question étrange. La lumière va à la vitesse de la lumière. Mais si la lumière émet de la lumière, quelle est la vitesse de la lumière émise par la lumière? On a appris à l'école qu'on ajoute les vitesses. Quand on marche sur un tapis roulant, la vitesse qu'on a par rapport au sol immobile, c'est la vitesse du tapis roulant plus la vitesse du marcheur sur le tapis roulant. On ajoute les vitesses. Si on les ajoute pour la lumière, ça veut dire que la vitesse de la lumière émise par la lumière, c'est la vitesse de la lumière, la source, plus la vitesse de la lumière, donc 2 fois la vitesse de la lumière. Mais si la lumière émise émet de la lumière, quelle est la vitesse de la lumière émise par la lumière émise? 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et donc Einstein comprend que si la lumière est capable d'émettre de la lumière, on devrait pouvoir fabriquer un escalier cinématique vers l'infini. Bizarre. Et là, il comprend que là, il y a un problème. Et ce problème, il va le résoudre en 1905 avec la théorie de la relativité restreinte qui dit que la vitesse de la lumière est un absolu. Et donc, quelle que soit la vitesse de la source, de l'observateur qui la mesure, la vitesse de la lumière est toujours la vitesse de la lumière. Autrement dit, la lumière va toujours à la vitesse de la lumière, quelle que soit la vitesse de l'observateur dans l'espace, et quelle que soit la vitesse de la source qui émet cette lumière. Et en 1907, il est toujours à Berne, comme employé de bureau à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle. Je ne vais pas tout raconter parce que ce serait trop long, mais il a l'idée la plus heureuse de sa vie, ce sont ces mots, qui va le conduire à une nouvelle théorie de la gravitation. Et ce qu'il comprend un jour de novembre 1907, quand il rentre de déjeuner, c'est qu'une personne en chute libre, comme il le dit lui-même, ne sent pas son propre poids. Alors je ne vous recommande pas de faire l'expérience, c'est dangereux. Si vous pouvez faire du saut à l'élastique, mais il faudrait le faire dans le vide. Quand vous tombez sous l'effet de la gravitation, eh bien c'est la cause de votre chute, c'est votre poids. Donc votre chute est l'effet de cette cause-là. Mais pendant votre chute, si vous prenez un objet qui tombe avec vous, par exemple un stylo, vous le lâchez, il n'a pas la même masse que vous. Et Galilée a dit que tous les corps tombent à la même vitesse. Donc ils tombent à la même vitesse que vous. Donc par rapport à vous, ils ne tombent pas. Donc ce que comprend Einstein, ce n'est pas une découverte. Il comprend des choses qui sont déjà écrites dans les équations de Newton. Ce qu'il comprend, c'est que lorsque vous tombez sous l'effet de la pesanteur, l'accélération que vous subissez dans votre chute annule la pesanteur qui vous fait tomber. C'est paradoxal. C'est-à-dire que la pesanteur, en 2 mots, la pesanteur produit un effet qui vous met en apesanteur. C'est quoi ce bazar? Et Einstein publie ce qu'il appelle le principe d'équivalence, qui montre qu'il y a une équivalence entre la gravitation et l'accélération. C'est-à-dire qu'une accélération peut annuler la gravité,
ou bien une accélération peut mimer la gravité. Et c'est à partir de ce principe-là, qui est très fondamental, on pourra en reparler s'il y a des questions, mais pour l'instant je reste là, qui va comprendre que si on le prend au sérieux, ce principe, alors la gravité ne peut s'exprimer de façon relativiste que dans un espace-temps qui n'est pas euclidien, qui n'est pas l'espace-temps habituel, mais un espace-temps qui est courbé par les objets qu'il contient. Et dans ce cadre-là, et ça répond à la question tout à l'heure sur le principe d'inertie, la gravité n'est plus une force. C'est-à-dire qu'un objet qui subit la gravité a un mouvement inertiel. Le mouvement inertiel, c'est-à-dire qu'il va en ligne droite. Donc la Terre qui tourne autour du Soleil, en fait, va en ligne droite. Nous, on la voit avoir une ellipse, mais en fait, ça vient de ce que, dans un espace courbé, les lignes droites tournent. D'accord ? Et donc, c'est la courbure de l'espace-temps, induite par les objets qu'il contient, qui provoque les trajectoires curvilignes qu'ont en apparence les objets qui subissent un mouvement inertiel. Une sorte de révolution, si vous voulez. La gravité n'est plus une force, et de ce fait, on peut sauver le principe d'inertie. Là maintenant, j'en viens au problème quand même de la matière noire. Le problème de la matière noire, c'est une très vieille histoire qui a commencé en 1930, quand un astronome suisse qui s'appelle Zwicky observe un amas de galaxies qu'on appelle l'amas du coma. L'amas coma. Et il voit que les vitesses des galaxies dans cet amas sont beaucoup trop rapides. Les galaxies vont trop vite. Et pour expliquer une telle vitesse, il faut invoquer une masse stellaire, une masse due aux étoiles qu'on observe, qui serait 100 fois plus grande que celle qu'on mesure effectivement. Autrement dit, il faut imaginer qu'il y a 100 fois plus d'étoiles dans l'amas qui provoquent la dynamique observée que les étoiles qu'on observe en les comptant par la lumière qu'elles nous envoient. Bon, Zwicky est un astronome, moi je ne l'ai pas connu évidemment, mais il paraît qu'il avait un sale caractère. Il n'était pas très agréable dans ses relations humaines. Et je ne suis pas sûr qu'on ait pris au sérieux cette découverte. Il avait l'habitude de traiter ses collègues de crétins sphériques. Crétin sphérique, ça veut dire asymétrie sphérique. C'est-à-dire quel que soit l'angle et le point de vue selon lequel on considère ce collègue, c'est un crétin. Donc sa crétinerie est invariante par rotation, si vous préférez. Et j'imagine que ça ne doit pas améliorer les relations au sein de l'observatoire. Bon. Alors, il a cette idée que dans l'univers, il doit y avoir de la masse non visible. Il y a de la masse qui est là, qui agit gravitationnellement, mais elle est non visible, c'est-à-dire qu'elle n'émet pas de lumière. Ça ne pose pas trop de problèmes. On peut imaginer qu'il y a des objets massifs, froids, des étoiles avortées, des planètes, tas de trucs, qui n'émettent pas de lumière, mais qui, ayant une masse, agissent gravitationnellement sur les galaxies. Bon, après, il y a toute une histoire que je n'ai pas le temps de détailler, mais en 1973, des théoriciens montrent que pour stabiliser le disque des galaxies spirales, il faut l'entourer d'un halo de matière non visible. Pour comprendre la dynamique des galaxies spirales, il faut imaginer qu'il y a autour d'elles une sorte de halo de matière qui est là encore invisible. On appelle ça la matière sombre. Ensuite, en 1978, des astronomes font des mesures de vitesse de rotation des galaxies, là encore dans les galaxies spirales, et voient que pour rendre compte du spectre obtenu, là encore, il faut imaginer que dans la galaxie, il y a plus de masse que celle qu'on voit. D'accord ? Et donc, à partir de 1981, les astronomes sont convaincus qu'il existe une matière sombre, dark matter, ou matière sombre, qui est partout présente, qui est en fait la principale composante de matière, qui est plus abondante que la matière que nous connaissons. Elle détermine la formation des grandes structures, et petit à petit, à partir d'arguments que je n'ai pas le temps de rappeler, on se convainc que cette matière sombre, si elle existe, n'est pas composée des mêmes particules que la matière ordinaire.
C'est pas de la matière baryonique, comme on dit. C'est-à-dire, c'est pas une matière qui est faite de protons, de neutrons et d'électrons. C'est autre chose. Et c'est à partir de ce moment-là que cette matière sombre, sombre, ça veut dire matière ordinaire qui n'éclaire pas, qui n'est pas couplée à l'électromagnétisme, on va l'appeler la matière noire. Parce que dans noir, il y a un parfum de mystère, on ne sait pas trop ce que c'est. Bon. Euh, enfin, noir, on le dit qu'en français, parce qu'en anglais, on continue à parler de dark matter. Hein. Et voilà. Alors, il y a pas mal d'autres arguments qui sont venus se greffer à ceux que j'ai déjà cités. Il y a l'effet des lentilles gravitationnelles. Parce que la théorie d'Einstein, dont j'ai parlé, prédit que la lumière doit être déviée par la matière. Et donc, il y a des effets de lentilles gravitationnelles. C'est-à-dire que quand on regarde une galaxie au-delà d'une autre galaxie, ben, la lumière qu'elle nous envoie est courbée et ça provoque des effets de lentilles. Et pour rendre compte des observations, il faut imaginer que la trajectoire de la lumière a rencontré beaucoup plus de matière que celle que nous voyons. De la même façon, et je crois que vous avez un exposé sur le même sujet, on ne peut expliquer la structure du fond diffus cosmologique, vous savez, la lumière fossile, qu'en invoquant là encore une matière noire supplémentaire qui explique la structure mesurée. Et enfin, on comprend bien l'expansion de l'univers et la formation des grandes structures que là encore en imaginant qu'il y a de la matière non baryonique qui a piloté le cours de l'histoire. Et quand on regarde les chiffres, les données cosmologiques, ça donne un résultat assez effrayant. Quand j'ai été étudiant, les professeurs nous racontaient que la matière, le contenu de l'univers, c'était ce qu'on savait, c'est-à-dire les atomes. Donc protons, neutrons, quarks, électrons, etc. Et ça, c'était le contenu de l'univers. Après, il y a eu cette histoire de matière noire, et on nous a dit que la matière ordinaire ne représente que 10% du contenu total de l'univers. Et puis, comme vous le savez, après est arrivée l'énergie noire qui correspond à ce qu'on invoque pour expliquer l'accélération et l'expansion de l'univers. Et là, on est passé de 10% à 4%. C'est que la matière que nous connaissons, celle qu'on étudie grâce aux accélérateurs de particules, c'est 4% du total. Donc vous voyez qu'il y a des découvertes qui augmentent notre ignorance. Enfin, je veux dire, quand j'étais jeune, on en savait plus que maintenant. Enfin, il y a des découvertes qui nous montrent qu'on en sait moins qu'à l'époque. C'est assez étonnant. Hein. Et donc, on est dans une situation comme ça assez curieuse, où on est obligé d'invoquer la matière noire pour rendre compte des observations astrophysiques et cosmologiques. Mais vous voyez que quand je parle de matière noire, d'emblée, je choisis une solution ontologique. Parce que le point de départ, c'était un désaccord entre les lois de la gravitation telles que nous les connaissons et l'observation de la dynamique des galaxies dans l'amas de Coma, par exemple. Et j'ai dit, voilà, il doit exister de la matière invisible qui rend compte de cette dynamique à partir des lois telles que nous les connaissons. Donc j'ai choisi la solution ontologique. Et dans tous les cas que j'ai cités par la suite, c'est toujours la même chose. On a choisi la solution ontologique, c'est-à-dire qu'on a fait confiance aux lois d'Einstein pour décrire la gravitation. Alors si c'est le choix qu'on fait, eh bien, cette matière noire se caractérise de la façon suivante. Premièrement, elle interagit très peu. C'est la matière invisible, donc ça veut dire qu'elle n'émet pas de lumière. Elle n'est pas couplée à l'électromagnétisme. Elle ne se voit que de façon indirecte par ses effets gravitationnels. Elle est froide. Alors froide, ça veut dire non relativiste. Il n'y a pas de dispersion de vitesse. Elle est neutre et elle est stable. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas quelle est sa masse, si c'est une particule, et on ne sait pas si elle est constituée de particules. Comme vous le savez, il y a énormément de gens qui cherchent au CERN, avec le LHC, on essaie de produire des particules de matière noire. Ensuite, vous avez toutes sortes d'expériences qui sont faites dans des tunnels, sous des épaisseurs de roches très, très importantes, comme au Gran Sasso en Italie.
Alors, il y a 1000 mètres de roche au-dessus de la caverne pour arrêter le rayonnement cosmique qui ferait du parasite, qui ferait du bruit de fond. Et donc, dans ces cavernes, en prenant des matériaux très très purs, on élimine tout parasitage, soit par le rayonnement cosmique, soit par la radioactivité naturelle, qui permet de détecter des signaux très très fins et peut-être l'interaction d'une particule de matière noire qui interagirait très peu avec la matière, avec de la matière ordinaire. Par exemple, les Italiens ont récupéré le plomb qui était convoyé par un bateau romain à l'époque de Jules César, ou par Pompée, je ne sais plus, 52 avant Jésus-Christ. Il y a un bateau de plomb qui a coulé au large du Pirée. Et ce plomb qui contenait, comme tout le plomb naturel, quelques isotopes radioactifs, est resté par 1600 mètres de fond pendant des siècles. Il n'a plus été activé par le rayonnement cosmique. Et donc c'est un plomb qui est absolument non radioactif. Et il y a eu des tractations à l'italienne entre les physiciens et les archéologues pour récupérer le plomb. Les physiciens l'ont récupéré pour blinder leurs expériences. C'est du plomb qui sert à blinder les expériences sans produire de signaux parasites qui pourraient tromper sur l'interprétation des résultats obtenus. Bon. Donc à ce jour, on n'a pas trouvé de particules de matière noire, mais on cherche. Et je pense qu'en 2037, qui est l'échéance qu'on se donne, puisque ce sera les 100 ans du Palais des Découvertes, eh bien, on aura progressé soit en confortant cette solution ontologique, en ayant des idées sur les particules qui pourraient constituer la matière noire, soit au contraire en validant une autre solution qui est moins étudiée, mais qui est quand même étudiée, qui est la solution législative. Il y a des gens qui se disent, mais quand même, matière noire, énergie noire, 96% du contenu de l'univers, ça fait beaucoup. Est-ce qu'on n'est pas en train de refaire les épicycles de Ptolémée? Est-ce qu'il ne serait pas temps de penser à une nouvelle théorie de la gravitation qui rendrait compte de tous les phénomènes dont j'ai parlé sans avoir à invoquer la présence d'une matière noire? Bon, il y a pas mal de candidats. Il y avait un colloque à Avignon il y a 15 jours, colloque qui s'appelle PON, un pont d'Avignon. Progress on Old and New Theories in Cosmology. Et le grand sujet, c'était la matière noire. Ça a duré 4 jours. Et je peux vous dire que c'est une très très grande confusion. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il y a une sorte de crise. Alors il y a des gens qui veulent modifier les lois de la gravitation en prenant une constante G de Newton qui n'est pas la même à toutes les échelles. D'autres qui prennent les équations d'Einstein mais qui rajoutent des champs scalaires. Autant de champs scalaires pour fitter des courbes expérimentales. Donc ça devient un peu proliférant. Et ça fournit une illustration de la phrase de Jacques Hadamard, mathématicien, qui critiquait les modèles théoriques dans lesquels on met trop de variables et trop de paramètres d'ajustement. Il disait ceci: donnez-moi 100 paramètres, je vous fais un éléphant. Donnez-moi un 101e, je lui fais remuer la queue. Donc c'est vrai, avec beaucoup de paramètres, vous pouvez rendre compte de n'importe quelle donnée expérimentale. Et... Bon, il reste que les théories qui essaient de proposer des descriptions de la gravité modifiée ont toutes des problèmes avec le fond diffus cosmologique. Donc la solution législative a beaucoup de mal. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'abandonner, mais elle est quand même assez laborieuse et n'a pas encore fourni une concurrence suffisamment forte à l'hypothèse ontologique au point de relativiser cette dernière. Alors j'en viens quand même à Majorana, parce qu'il serait temps. Bon, Majorana s'est jamais intéressé à la matière noire, pour une raison simple, c'est que le problème n'était pas posé à l'époque où il était actif. Majorana, c'est un physicien sicilien qui est né en 1906 à Catane, surdoué. Fermi disait que c'était une sorte de physicien absolu. Fermi a collaboré avec lui à Rome entre 1928 et 1933. Et Majorana a fait des travaux en physique atomique, en physique nucléaire. C'est lui qui a compris avant tout le monde que les Joliot-Curie avaient fait une expérience qui démontrait l'existence du neutron, alors que les Joliot-Curie avaient pensé avoir mis en évidence un rayonnement électromagnétique de très haute énergie, du photon gamma en gros, pour expliquer le déplacement des protons par de la lumière.
Majorana a compris que c'était le neutron et il a aussitôt fait une théorie de l'interaction nucléaire qui ressemblait à la théorie que, exactement au même moment, un physicien allemand qui s'appelle Heisenberg avait mis sur pied. Sauf que la théorie de Majorana était un peu plus élaborée. Et comme Majorana ne voulait pas publier parce qu'il trouvait ça vulgaire, c'est Fermi qui lui a dit, écoute, Heisenberg a fait une théorie qui est moins bien que la tienne. Tu aurais dû publier la tienne. Ça aurait valu à ta carrière des points de bonus que tu n'auras pas. Et Majorana, qui ne voulait pas voyager, a finalement accepté d'aller collaborer à Leipzig en 1933 avec Heisenberg sur l'interaction nucléaire. Ils vont écrire ensemble le premier article de physique nucléaire. Majorana va rester là-bas pendant 6 mois. C'est l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Hein, c'est une période assez spéciale. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais quand il revient à Rome, au mois d'août 1933, Majorana n'est plus du tout le même homme. Il est beaucoup plus misanthrope. Il va plus au laboratoire. Il reste chez lui. Il habite chez ses parents, en fait. En apparence, il ne travaille plus. Il devient dépressif. Et en 1937, ses collègues qui voient qu'il ne va pas très bien, lui proposent de se porter candidat à un poste de professeur de physique théorique qui est ouvert à Palerme. Et comme Majorana n'a rien publié, son dossier est vide. Et pour avoir un dossier qui ne soit pas complètement vide, il ressort des brouillons de calculs qu'il a rédigés lorsqu'il était à Leipzig. Et il publie un papier qui s'appelle Théorie symétrique de l'électron et du positron. Et c'est un papier qui pourrait avoir un rapport avec la matière noire. Alors, je m'explique. Vous savez qu'à l'époque, on comprenait que pour décrire les particules très rapides, par exemple celles qu'il y a dans le rayonnement cosmique, il faut avoir des lois qui soient à la fois quantiques, parce que c'est des particules, et relativistes, parce qu'elles sont très rapides. Et donc, il faut écrire une équation qui soit quantique et relativiste, ce qui n'est pas simple. Et plusieurs physiciens s'attellent à cette tâche. Et celui qui va proposer une équation qui semble tenir la route, c'est Paul Dirac, physicien britannique, qui publie son équation en 1928. Et il va mettre plusieurs années en fait à comprendre ce qu'elle implique. Et il va comprendre que cette équation a des solutions correspondant à des énergies négatives qu'il interprète en disant mais finalement le vide n'est pas vide, le vide c'est des états d'énergie négative qui sont peuplés de particules, d'électrons en l'occurrence. Donc le vide est plein d'électrons d'énergie négative. Et puis de temps en temps, un électron qui est dans le vide va pouvoir capturer l'énergie d'un photon qui passe par là, sortir de son trou, si j'ose dire, acquérir une énergie positive qu'il a prise à celle du neutron, du photon, devenir un électron réel d'énergie positive, en laissant dans le trou qu'il a quitté l'équivalent d'une particule de charge positive. Et Dirac va comprendre que ça, c'est l'antimatière, que ce trou-là, c'est l'équivalent d'une antiparticule. Et donc, Paul Dirac, en 1932, propose une interprétation de son équation qui milite pour dire qu'à toute particule de matière est associée une antiparticule de même masse et de charge électrique opposée. Et quelques temps plus tard, un physicien américain qui s'appelle Anderson, qui n'a jamais lu les papiers de Dirac, jamais entendu parler de l'antiparticule de l'électron, que Dirac a baptisé le positron, fait des mesures du rayonnement cosmique et voit dans son détecteur une particule qui se courbe dans le champ magnétique différemment de l'électron, dans le sens opposé. Et on va lui expliquer, sans qu'il en ait conscience lui-même, qu'en fait, il a découvert le positron, c'est-à-dire l'antiparticule de l'électron. Il aura le prix Nobel, Paul Dirac a le prix Nobel. Et en fait, ce résultat très spectaculaire va imposer l'équation de Dirac comme étant la bonne équation pour décrire
un monde qui est à la fois quantique et relativiste. Mais Majorana, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord pour deux raisons. La première raison, c'est que la mer de Dirac, c'est-à-dire ces états d'énergie négative qu'on appelle la mer de Dirac, il n'y croit pas. Il pense que ça n'existe pas. Et que Dirac, pour écrire son équation, est parti de principes physiques qui ne sont pas assez symétriques. Et dans le papier qu'il publie en 1937, il va partir de principes variationnels, comme on les appelle, qui sont beaucoup plus profonds que ceux d'où était parti Paul Dirac. Et il va proposer une équation quantique et relativiste, qu'on appelle l'équation de Majorana, qui diffère de celle de Dirac par le fait qu'elle admet, entre autres solutions, des particules neutres qui sont leurs propres antiparticules. Ce que l'équation de Dirac ne permet pas. Alors cette équation va être publiée. À l'époque, les physiciens n'ont pas les outils mathématiques pour comprendre le travail de Majorana. Ils comprennent qu'il est très fort, de toute façon ils savent que c'est un génie, etc. Il n'a pas le poste de Palerme, mais comme on ne peut pas ne rien lui donner, on lui donne un poste à Naples. Et il va s'installer à Naples en janvier 38. Et il va enseigner jusqu'au mois de mars. Il va donner 12 cours à quelques élèves qui sont tous des femmes d'ailleurs. Ce qui est étonnant, en Italie en 1938, les personnes qui étudient la physique théorique, c'est des femmes. Plus un garçon, mais il est là en auditeur libre parce qu'il est tombé amoureux d'une des étudiantes. Et il veut. Et en fait, il est passionné par le cours, donc il prend des notes. Et ces notes ont été retrouvées. Et donc on a l'intégralité des cours de Majorana. Et pour des raisons sur lesquelles, à propos desquelles on pourrait discuter longuement, mais je n'ai pas le temps de m'y attarder, le 25 mars 1938, Majorana décide de disparaître. Il écrit une lettre, il a 31 ans, il écrit une lettre au directeur de l'Institut, une lettre qu'on a retrouvée, dans laquelle il annonce sa disparition. Il va prendre le bateau à Naples pour aller à Palerme. On comprend qu'il veut se suicider, enfin c'est pas dit comme ça, mais... Et en fait il ne s'est pas suicidé, il est arrivé à Palerme, et à Palerme il a envoyé un télégramme dans lequel il dit la mer m'a refusé. C'est étonnant, parce que la mer m'a refusé, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça fait écho à l'article dont j'ai parlé, dont la première phrase était je refuse la mer de Dirac. Je refuse la mer de Dirac, la mer m'a refusé. Il annonce dans ce télégramme qu'il va retourner à Naples, mais il prévient le directeur de l'Institut qu'il renonce à l'enseignement. Et en fait, on ne l'a jamais revu. On ne l'a jamais revu. Donc c'est une disparition vraiment mystérieuse. Il a mis en scène sa disparition. Est-ce qu'il s'est suicidé ou pas? Est-ce qu'il est allé dans un couvent? Est-ce qu'il est parti en Argentine? Bon. Il y a toutes sortes d'hypothèses qu'on peut élaborer. Mais le point intéressant, c'est que son travail pourrait fournir un bon candidat pour la matière noire. Parce que le modèle standard de la physique des particules décrit les interactions qui sont importantes au niveau des particules. Et parmi ces interactions, il n'y a pas la gravitation. La gravitation, c'est une force tellement faible qu'on n'a pas besoin d'en tenir compte au niveau des particules. Elle est décrite par la relativité générale, comme je l'ai dit, dont l'espace-temps n'est pas le même que celui de la physique quantique, par lequel on décrit les trois autres forces. Et il y a des physiciens, il y a une quarantaine d'années, qui ont fait une hypothèse qu'on pourrait établir une symétrie très profonde entre la matière et ses interactions. C'est ce qu'on appelle la supersymétrie. Et la supersymétrie, c'est en gros une idée qui consiste à associer à toutes les particules de matière que nous connaissons un partenaire supersymétrique. Les particules de matière ont des spins demi-entiers et on leur associe des partenaires supersymétriques qui ont des spins entiers. Alors prenez une particule d'interaction, par exemple le photon. Le photon, ce n'est pas une particule de matière, c'est une particule de lumière. Et comme vous le savez, le photon est sa propre antiparticule. D'accord?
Le partenaire supersymétrique du photon, on l'appelle le photino. Lui, c'est une particule de matière. Il a un spin 1,5. Enfin, elle a un spin 1,5. Et comme le photon est sa propre antiparticule, le photino, s'il existe, est une particule neutre de matière qui est sa propre antiparticule. Donc, c'est une particule de Majorana. Et un des candidats possibles pour constituer la matière noire, ça pourrait être une particule de Majorana. Et donc au CERN, avec le LHC, on cherche de telles particules. Peut-être vous avez entendu parler de l'agitation qui a duré quelques mois entre janvier 2016 et août 2016. On a vu une bosse dans les données du LHC correspondant à une particule, peut-être, en tout cas à des événements qui pouvaient être la trace laissée par une particule de masse élevée, capable de se désintégrer en 2 photons, ce qui voulait dire qu'elle était neutre. Beaucoup de gens sont un peu excités. Et on dit, tiens, c'est une particule de Majorana, c'est la matière noire, nanana, nanana. Bon, en fait, le signal qui a monté pendant des mois, il s'est effondré quand on a eu une statistique plus grande. Donc c'était une fausse alerte. Mais ça ne veut pas dire que les particules de Majorana n'existent pas. Ça veut simplement dire qu'à cette masse-là, il n'y en a pas. Mais peut-être que d'ici 2034, on pourra en trouver une qui serait une bonne candidate pour constituer la matière noire. Et donc, ce serait intéressant, comme scénario, de considérer qu'un physicien, Majorana, qui a disparu en 1938 à l'âge de 31 ans, a écrit une équation dont les solutions constituent la bonne solution d'un problème, celui de la matière noire, qui ne se posait pas au moment où il a écrit son équation. Et en plus, ce serait une sorte de record entre le moment, de record de durée, entre le moment où une particule est prédite par un théoricien et le moment où cette particule est détectée. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a l'atome. L'atome des Grecs, ça c'est imbattable. 2500 ans entre Démocrite et puis l'expérience de Jean Perrin qui a montré que l'atome existe. Sauf que cet exemple n'est pas un bon exemple, puisque l'atome qui existe, l'atome des physiciens, n'a aucune des propriétés que les Grecs lui avaient attribuées. Donc l'atome des physiciens est un objet qui n'avait été préalablement pensé par personne. Puisque les Grecs l'imaginaient insécable, plein, ayant une trajectoire bien définie, immortel, etc. Ce qui n'est pas le cas de l'atome. Donc l'atome que nous avons découvert s'appelle atome, mais il ne devrait pas. Il n'est pas insécable déjà. Donc je mets de côté l'atome, et après, si on regarde, le record, c'est peut-être le boson de Higgs, 48 ans entre la date de sa prédiction et la date de sa détection. On pourrait mettre les ondes gravitationnelles, un siècle tout entre la prédiction théorique des ondes gravitationnelles par Einstein et leur détection par LIGO en février 2016. Et là, avec Majorana, on pourrait dépasser les 100 ans. Et je pense que ce serait pour lui une élégante manière de réapparaître, parce que moi, la théorie que j'ai défendue après avoir fait une enquête sur la vie et l'œuvre de Majorana, c'est que Majorana était lui-même une particule de Majorana, c'est-à-dire il était à lui-même sa propre antiparticule. Il avait sa propre négativité, si vous voulez, qui l'a empêché de vivre en harmonie avec le monde et les hommes. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je répondrai à vos questions. J'ai une proposition à faire. C'est de peindre l'électron en noir et le positron en blanc. Avec ça, on pourrait faire de la géométrie. Parce que toujours des équations algébriques, c'est problématique.
Donc avec un peu de peinture, on peut faire de la géométrie à la fois quantique et relativiste. Bon, ouais. Moi j'ai un tas d'idées là-dessus, mais je veux dire, je ne vais pas en développer parce que... ou je peux développer, mais je ne sais pas si ça vous intéresse, quoi. Moi, je vous propose d'essayer. Ah bon, je veux bien essayer. Vous essayez de peindre les électrons. Non, mais pour ce faire, je commence par peindre l'énergie du vide. Et supposer qu'il y a au moins deux sortes de grains d'énergie, les blancs et les noirs, et qui se déplacent à la vitesse de la lumière. Ce qui permet d'expliquer un tas de choses, quoi. Ça me paraît un bon début. Comment ? Ça me paraît un bon début. C'est un début. Oui, c'est un début, mais après, il faut écrire des équations. Alors maintenant, je passe au champ électrique. Donc, il faut continuer quand même. Je veux dire, si je parle d'électrons et de positons, c'est par rapport au champ électrique. Donc, dans un champ électrique, il y a des cations dans un sens, des anions dans l'autre. Puis aussi des électrons. Moi, je ne me rappelle plus alors, je confonds. Bon, peu importe. Bon, toujours est-il que c'est pareil pour le champ électrique. On peut le voir en géométrie. Et c'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de savoir s'il y a un sens ou l'autre. On ne se pose plus la question du sens du courant électrique. Dans un sens, il y a des grains d'énergie noire, et dans l'autre sens, il y a des grains d'énergie blanc. Ça fait beaucoup de noir, hein, finalement, parce que... Ça fait moitié noir, moitié blanc. Matière noire, énergie noire, grain noir. Non, non, je ne pose pas des questions, je fais des propositions de recherche. Oui. Bon, à tout le monde. Je peux continuer un petit peu, bon, mais enfin... On va faire un atelier. Donc ici, c'est pour le grand public, le grand public doit poser des questions. Mais alors que moi, je ne suis pas grand public, je fais des propositions. On a peu de temps pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de monde qui doit poser des questions, alors s'il vous plaît, des questions très courtes. Bon, moi, j'irai poser mes questions aux expérimentateurs du Palais de la Découverte. Mes propositions, j'irai les proposer aux expérimentateurs du Palais de la Découverte. Donc, vous êtes très nombreux, donc des questions relativement concises pour que ce soit très, très bref, que chacun puisse en profiter. Hein. Alors j'avais dit tout à l'heure à madame, après je passerai à vous monsieur là-bas. Bon alors, ce que je viens de dire, ça s'applique à tout le monde évidemment. Hein. Voilà, tenez. Alors monsieur, quelle joie de vous entendre. Parce que vous racontez... Moi, je ne suis pas du tout une physicienne, j'ai un doctorat d'État en économie et vous m'avez ouvert. Donc, merci infiniment. Puis, en plus, vous avez beaucoup d'humour, le crétin sphérique, tout ça, c'est formidable de vous écouter. J'ai une question. Oui. Parce que vous avez expliqué, si vous voulez, qu'il y avait deux manières de réagir quand on ne comprenait pas. Alors, vous avez dit la manière holistique, c'est ça ? Ontologique. Pardon ? Ontologique. Ontologique. Et pour la matière noire, vous dites ontologique de la même façon. Oui. Mais je ne suis pas forcément d'accord avec vous parce que dans le premier cas, l'ontologie, il y avait une planète. C'est-à-dire quelque chose qu'on connaissait. Alors que l'ontologie, là, c'est de la méconnaissance. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est très différent. Non, mais c'est pour ça que la prédiction de la planète Neptune, c'est un événement évidemment impressionnant, spectaculaire, mais beaucoup moins spectaculaire que d'autres événements qui ont eu lieu notamment au XXe siècle. On a prédit l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques. Il y a des objets physiques dont on n'avait jamais vu l'équivalent. Je pense au quark, je pense à l'antimatière. L'antimatière a été prédite avant d'être découverte. Et on ne connaissait pas l'équivalent. Le boson de Higgs a été prédit. Et donc, il y a eu des cas où la solution ontologique a consisté à dire qu'il devait exister des choses qu'on n'a jamais vues, dont on ne connaît pas l'équivalent. Par exemple, sans entrer dans les détails, le boson de Higgs, il est décrit par ce qu'on appelle un champ scalaire. On n'avait jamais vu de particules décrites par un champ scalaire. Et puis il y a des cas où la solution ontologique, ça consiste non pas à ajouter quelque chose au monde, mais à lui retirer quelque chose. Par exemple, quand Einstein, en 1905, proclame que les ondes électromagnétiques, la lumière, se propagent dans le vide, sans avoir besoin d'un support pour la supporter, il proclame la mort de l'éther.
l'éther luminifer qui était censé porter la lumière. Et donc il a supprimé quelque chose, mais quand vous supprimez, c'est aussi une solution ontologique. C'est-à-dire vous ne changez pas les lois, mais vous modifiez ce que vous considérez comme réel. Voilà. Donc, je crois qu'il y avait quelqu'un parmi vous. Ah oui, tenez. Vous pouvez faire passer le micro, s'il vous plaît. Bonsoir, Monsieur Klein, merci pour votre exposé toujours aussi passionnant. Alors, j'ai des questions rapides, courtes, concises. Vous parliez de choix ontologique. Est-ce qu'on peut considérer que la fabuleuse équation que tout le monde connaît, E = MC2, a été faite sur un choix ontologique? Et est-ce que vous pourriez expliquer la démarche d'Einstein par rapport à ça? Est-ce qu'il est parti là-dessus? Ou est-ce qu'il a découvert par équation? Enfin, quel était le processus? Merci beaucoup. Voilà, Einstein, bon. Je vous remercie pour vos questions, mais quand même, elles ne sont pas faciles. Je veux dire, elles ne sont pas faciles à dire en réponse courte. Non, Einstein, il y a 2 étapes, si vous voulez. En juin 1905, il écrit son 3e papier révolutionnaire, dans lequel il développe ce qu'on appellera par la suite la théorie de la relativité restreinte, dans lequel il dit 2 choses. La lumière se propage dans le vide, la vitesse de la lumière est un absolu, et le principe de relativité est vrai. Le principe de relativité de Galilée qui dit simplement que le mouvement est comme rien. C'est-à-dire quand je suis en mouvement, à condition que ce soit une trajectoire rectiligne uniforme, tout se passe comme si je n'étais pas en mouvement. C'est-à-dire que quand je suis en mouvement, les lois physiques que je vis sont les mêmes que quand je ne suis pas au mouvement. Donc le mouvement ne change pas les lois physiques. Et ce que montre Einstein, c'est que si vous associez le principe de relativité au fait que la vitesse de la lumière est un absolu, vous devez changer la façon d'exprimer la relativité, ce qui va conduire à une nouvelle théorie de l'espace et du temps. Et au mois de septembre de la même année, après des vacances, il écrit un papier de 2 pages, qui est une annexe en fait au papier de juin, dans lequel il y a E = MC2, qui est une formule écrite dans ce papier avec d'autres notations. Si vous lisez sur Internet, vous verrez qu'il n'y a pas E = MC2 dans le papier, mais ça revient au même. Et en fait, Einstein n'est pas le premier à écrire cette équation, qui est en fait une équation qui est contenue dans les équations de Maxwell, d'une certaine façon. Donc il n'est pas le premier à l'écrire, mais il est le premier à la comprendre. Le calcul qu'il fait, c'est que je prends un morceau de un métal, par exemple, que je chauffe, un radiateur. On le chauffe. Un radiateur, ça émet de la lumière. La lumière infrarouge, invisible si la température est basse, et puis si vous montez vraiment la température, vous verrez la lumière visible, et puis la lumière ultraviolette. Bref, un corps qu'on chauffe émet de la lumière. La lumière n'a pas de masse, mais elle a de l'énergie. Donc un corps que vous chauffez, il perd de l'énergie, puisqu'il perd de la lumière. Mais comme la lumière n'a pas de masse, il ne perd pas de masse. Ben, ce raisonnement que je viens de tenir, Einstein démontre qu'il est faux. C'est-à-dire, si vous appliquez à la situation que je viens de décrire la conservation de l'énergie et le principe de relativité, eh bien, il démontre, c'est 3 lignes de calcul, qu'un corps qui perd de l'énergie perd nécessairement de la masse, même si les objets qu'il envoie dans l'espace en perdant l'énergie n'ont pas de masse. Autrement dit, on perd de la masse si on perd de l'énergie, même si on ne perd pas de masse. C'est-à-dire, si vous perdez une quantité d'énergie égale à grand E, vous allez perdre une quantité de masse, m, égale à grand E, divisé par le carré de la vitesse de la lumière. Qu'est-ce que la vitesse de la lumière vient faire là? Elle vient du fait que dans votre calcul, vous avez dit que le corps a émis de la lumière. Donc la vitesse de la lumière se retrouve dans le calcul. Et là encore, quand Einstein écrit E = MC2, il écrit un truc que d'autres que lui ont écrit, etc. Mais lui dit un truc en 2 phrases. Il dit la phrase qui tue. Il dit « Cette formule doit demeurer vraie, même si aucune lumière n'est mise en jeu dans le processus par lequel le corps perd de l'énergie. » Incroyable. Donc, attendez, il y a E = MC2, même s'il n'y a pas de lumière. Ça veut dire que la vitesse de la lumière change de statut physique. C'est plus la vitesse de la lumière, c'est une constante universelle de la physique qui joue un rôle même quand il n'y a pas de lumière mise en jeu. Dernière phrase d'Einstein.
Les sels de radium récemment découverts par Madame Curie pourraient en apporter la preuve. Voilà, point final. Et dans la radioactivité, il n'y a pas émission de lumière, sauf la gamma, mais si c'est alpha ou bêta, il n'y a pas de lumière. Mais il y a E égale mc2, c'est-à-dire que la vitesse de la lumière change de statut. Et on pourrait dire que c'est... Alors, est-ce que c'est une découverte ontologique? En fait, non, parce qu'il n'y avait pas de conflit entre l'observation et la théorie. C'est plutôt une sorte de mariage entre l'espace et le temps que fait la théorie de la relativité restreinte, qui produit un enfant qui est E égale mc2. De même que le mariage entre la physique quantique et la relativité restreinte a produit un enfant qui est l'antimatière. Quand vous mariez deux théories, en général, ça fait un enfant. Très bien. Alors, une autre question par ici. Non, c'est fini. Monsieur, tenez, allez, je vous donne la parole. Posez votre question parce que ton micro Bon. Non, mais ça, c'est réglé. E égale mc2, c'est l'énergie de masse. Il y a un corps qui est immobile, il n'y a pas de vitesse, il a quand même une énergie de masse égale à mc2. Si vous rajoutez de la vitesse, ça fait un truc en plus. Mais bon, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème de ce côté-là. La solution de Majorana, c'est une solution ontologique ou législative? Alors, bonne question. Elle est ontologique d'abord parce qu'elle prédit des nouvelles particules qu'on n'a jamais vues. Et donc si ces particules existent, ça veut dire que l'équation qui les prédit a raison. Et elle serait également législative puisque dans le modèle standard qui décrit les interactions entre particules, il faudrait changer la façon de décrire les neutrinos. Parce que pour l'instant, on considère que les neutrinos sont comme Dirac les avait envisagés. On pense qu'un neutrino, ce n'est pas la même chose qu'un antineutrino. Si Majorana a raison, neutrino et antineutrino, c'est la même particule. Et donc il faudrait changer un peu le lagrangien du modèle standard. Et vous avez beaucoup d'expériences dans le monde qui essaient de détecter un phénomène un peu compliqué qui s'appelle une double désintégration bêta sans émission de neutrinos. Parce que si un tel phénomène se produit, alors il est la preuve que les neutrinos sont leurs propres antiparticules, donc sont des particules de Majorana. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Ça en pose d'autres, mais merci. Donc, mademoiselle, attendez, juste le temps d'arriver. Je pense que ce n'est pas encore très clair dans ma tête, mais je vais essayer de t'expliquer ma question. Si dans la théorie de Majorana, ça veut dire que la matière noire, c'est des électrons qui n'en sont pas encore et qui vont interagir avec un photon et qui vont devenir des vrais électrons. Oui. Ça voudrait dire que la matière, elle provient toujours de l'antimatière, enfin de la matière noire. En fait, l'image que j'ai donnée, c'est celle que Dirac utilise. Hein. C'est ce qu'on appelle une théorie heuristique. C'est-à-dire qu'il fait un modèle du vide pour rendre compte des solutions de son équation. Mais plus personne aujourd'hui ne pense que le vide, c'est des états d'énergie négative remplis par des électrons. C'est une image qu'il a utilisée et qu'il a aidé à prédire l'existence de l'antimatière. Mais ce n'est pas une image qui correspond aujourd'hui à ce qu'on appelle le vide quantique. Le vide quantique, c'est avec des particules virtuelles, c'est un peu autre chose. Mais en gros, on peut utiliser une métaphore. Imaginez que vous soyez un poisson qui vit dans l'océan entre deux eaux. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais à la surface, jamais complètement au fond. Et de temps en temps, même de plus en plus régulièrement, vous voyez des objets qui tombent vers le fond de la mer. C'est les détritus que les marins jettent par-dessus bord. Et donc vous voyez tous ces objets qui tombent. Et si vous êtes un poisson intelligent, vous allez en déduire qu'il y a une force qui attire ces objets vers le fond de la mer. Vous allez l'appeler la gravitation. Et vous allez considérer que ces particules qui sont attirées par le fond ont une masse positive par laquelle elles sont attirées gravitationnellement par le fond de l'océan. Et puis un jour, un marin laisse tomber une bouteille dans laquelle il y a un liquide, mais la bouteille n'est pas complètement remplie, il y a un peu d'air. Et quand la bouteille vient toucher le fond, il y a une bulle d'air qui est libérée. Le poisson, pour la première fois de sa vie,
il voit des objets qui remontent vers la surface. Et s'il est bien cortiqué, ce qui n'est pas garanti avec les poissons, même si, semble-t-il, ils aient des capacités qu'on a largement mésestimées, il va se dire, tiens, cette bulle-là se comporte comme une particule de masse négative. Et c'est cette image-là que Dirac a reprise pour penser l'antimatière. C'est-à-dire qu'il a compris que dans son équation, il y a des solutions d'énergie négative correspondant à des particules de masse négative qui mathématiquement se comportent comme des particules qui remontent le cours du temps. Et lui les a interprétées comme des antiparticules de masse positive qui suivent le cours normal du temps. Je sais que c'est un peu compliqué, mais c'est ça qui est beau en physique. C'est qu'on ne comprend pas toujours ce qu'on dit, mais ça marche. Alors, oui, attendez, j'arrive. Excusez-moi. Bonjour et merci. Est-ce que la découverte de particules de Majorana permettrait d'aider la recherche pour la théorie du tout? Il y a deux façons de répondre. La première, c'est de dire que ça n'a pas grand-chose à voir. Et la seconde, c'est de dire que toute avancée dans le domaine de la connaissance nous rapproche d'une éventuelle théorie du tout. Disons que ça augmente la probabilité que si on la trouve, elle ne soit pas fausse, quoi. Mais je ne peux pas vous dire que ça rapproche, puisque la notion même de théorie du tout pose quand même pas mal de problèmes. Comment est-ce qu'on pourrait la reconnaître? Est-ce qu'elle serait intelligible? Comment être sûr qu'elle est complète? Quid des lois biologiques? Bref. Il y aura vraiment de la bagarre pour dire... si quelqu'un dit tiens, ça c'est la théorie du tout, il y aura certainement des gens pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, pour en proposer une autre. Et comment est-ce qu'on pourrait vérifier expérimentalement que c'est la bonne? Il y a des découvertes qui augmentent notre ignorance. Et donc si on découvre des particules de Majorana, ça nous montrera que on avait tort d'être trop sûr de nous avec le modèle standard. Et en même temps, on a besoin d'avoir des indications expérimentales qui nous montrent dans quelle direction théorique aller, puisqu'on sait que le modèle standard est incomplet parce qu'il ne contient pas la gravitation. Donc toute indication qui nous donne une piste et une direction à suivre est la bienvenue. Les 10 années qui viennent vont être cruciales. Si le LHC ne découvre pas de nouvelles particules, dans les 10 ans où il est prévu qu'il fonctionne, on va être dans l'embarras, quoi. Alors, vous vouliez poser une question, je crois. Oui, Monsieur Klein. Sur la matière noire, j'ai compris donc qu'elle était détectée indirectement par la loi de la gravitation sur les vitesses des galaxies. Ouais. Par ailleurs, la matière noire est, je crois, vous avez dit 100 fois plus présente que la matière connue, baryonique. Alors, la question, c'est pourquoi elle est si difficile à détecter autour de nous? Disons que si elle existe, elle interagit très peu avec la matière. Donc, elle est difficile à détecter parce qu'elle n'est pas couplée à l'électromagnétisme, elle n'envoie pas de lumière. Et donc, son seul effet est gravitationnel. Et donc, comment est-ce que pour détecter une particule, il faut qu'elle interagisse avec la matière. Si elle n'interagit pas, elle traverse la matière sans laisser de traces et elle nous est, entre guillemets, invisible. Regardez le neutrino. Le neutrino, il n'a pas de masse. Enfin, il a une faible masse, il n'a pas de charge électrique. C'est la particule la plus abondante dans l'univers. Et c'est la plus difficile à détecter. D'accord? Donc, ce n'est pas parce qu'une chose est abondante qu'elle est facilement visible. C'est peut-être encore une ou deux questions rapidement, parce que je crois que vous devez partir à moins le quart, oui. C'est ça? Oui, oui. Donc, tout le monde doit partir, il faut évacuer. Oui, oui, de toute façon, c'est sûr qu'il faut que le palais soit vide à 21h précise, ça c'est sûr. Voilà, donc juste deux questions assez rapidement, et puis après on va clore le débat. Si un jour on détecte cette lumière noire, est-ce que vous pensez que ça va se faire plutôt par des équipes de recherche
universitaires, grâce au CERN, plutôt dans des équipes aux États-Unis? Où est-ce que ça travaille le plus pour cette recherche aujourd'hui? Bon, alors, il y a différentes choses. Il y a des gens qui essaient de produire des particules de matière noire. Donc la matière noire, c'est des particules. Hein. Elles ont une certaine masse. Et on peut produire ces particules massives par E égale mc2 en faisant des collisions de particules à haute énergie comme au CERN. Mais évidemment, on ne peut voir par cette méthode-là que des particules dont la masse n'est pas trop grande. Parce que si leur masse est trop grande, l'énergie de la collision n'est pas suffisante pour les créer. En plus, il faut être capable non seulement de les produire, mais de les reconnaître. C'est-à-dire d'étudier les canaux de désintégration et de voir si cette nouvelle particule est une bonne candidate pour la matière noire. Il va y avoir des discussions serrées. Il y a d'autres gens qui essaient plutôt non pas de les produire, mais de les détecter. Partent du principe qu'il y en a partout. Et donc, avec des détecteurs très sensibles, refroidis à très basse température, protégés de tous les bruits de fond parasites, on pourrait détecter, par un petit échauffement par exemple, la trace que laisserait une particule de matière noire interagissant avec de la matière. Donc vous avez une expérience en France, dans le tunnel de Modane, une expérience qui s'appelle Supernevo. Au Grand Sasso en Italie, il y a une expérience qui s'appelle Majorana. Il y en a une autre qui s'appelle Cuore, il y en a un peu partout. Et pour l'instant, aucune n'a conclu, sauf à reculer le domaine dans lequel ces particules peuvent se trouver. Et donc, est-ce que c'est des équipes universitaires? Non, tous ces projets sont internationaux. Et comme vous le savez, la recherche n'est pas organisée de la même façon dans tous les pays. Donc, quand on a une collaboration internationale, il y a des gens des organismes de recherche, il y a des universitaires, il y a des... Bon, moi, je voudrais que ce soit en Europe, évidemment. Même en Italie, je pense que ce serait une justice rendue à Majorana. Bien, à côté, pardon, excusez, je vous ai coupé la parole. Vous avez encore le temps pour... Non, ça va, moi oui, bon, d'accord. J'ai assez parlé. Hein. D'accord, je crois qu'on va arrêter. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Merci.